Bonjour tout le monde et bienvenue au Comptoir Solidaire. Avant de lancer cette première vidéo de l'année 2022, je tenais vous souhaiter une bonne année qui, je l'espère, sera remplie de tout ce que vous pouvez souhaiter. Allez, je ne vous retire pas plus longtemps, on lance la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une rubrique livre. J'ai acheté il y a peu ce bouquin, 10 choses que votre enfant autiste aimerait que vous sachiez, d'Hélène Nottebohm. Je vous propose de le décortiquer un peu chapitre par chapitre, sans trop entrer dans les détails, pour que vous puissiez le lire ensuite si vous le souhaitez. Je l'ai acheté tout d'abord en pensant qu'il serait écrit du point de vue d'une personne autiste. Mais non, en fait c'est une maman d'un enfant avec un trouble du spectre autistique, Brice, qui en est l'autrice. Ça, j'aurais pu le remarquer facilement si j'avais lu le résumé avant, au lieu de me jeter dessus comme un rat de bibliothèque. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a trop peu de livres sur l'autisme écrits par des autistes. Mais bon, il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Potentiellement un projet futur. Bref, ce livre m'a coûté 18,90€ et propose en une dizaine de chapitres de s'informer plus ou moins en profondeur des difficultés quotidiennes des personnes autistes. Au sommaire, chapitre 1, je suis un enfant à part entière. Chapitre 2, mes sens sont désynchronisés. Chapitre 3, faire la différence entre je ne veux pas et je ne peux pas. Chapitre 4, je pense concrètement, je prends les mots au sens littéral. Chapitre 5, écoute comme j'essaie de communiquer. Chapitre 6, montre, je suis très visuel. Chapitre 7, concentrez-vous et bâtissez sur ce que je peux faire plutôt que le contraire. Chapitre 8, aidez-moi à me socialiser. Chapitre 9, identifiez les déclencheurs de crise. Et enfin chapitre 10, aimez-moi sans condition. Dès la première page du premier chapitre, l'autrice met un point d'honneur à préciser qu'un enfant autiste est un enfant à part entière. Elle défait l'idée que les gens ne sont qu'un seul bloc et explique que tout le monde, autiste ou non, est une personne avec des pensées, des émotions, des goûts, etc. Plus loin dans ce chapitre, elle parle également des attentes que peuvent avoir les gens envers des enfants autistes. Pour illustrer les attentes trop basses, elle raconte une anecdote lors d'un entretien avec un professeur de son fils. Elle cite « Brice a dépassé tout ce que je croyais savoir des capacités d'un enfant autiste. J'ai déjà eu des enfants autistes dans mes cours, et sa créativité et son organisation sont bien au-dessus de ça. Je crois que je comprends, a-t-il dit. Ce mot fixe des attentes probablement trop basses par rapport aux capacités de l'enfant. » Ensuite, elle aborde également les attentes qui peuvent être trop hautes. Placer la barre trop haut, s'attendre individuellement ou collectivement à ce que notre enfant autiste devienne un génie du jour au lendemain, voilà une excellente recette pour qu'un parent n'ait aucune réelle conscience des forces et des faiblesses de son enfant, et que cet enfant grandisse avec un sentiment d'inadéquation chronique. Ici, Hélène Nottebohm aborde les difficultés sensorielles des personnes autistes. J'ai particulièrement aimé ce chapitre car, en tant que personne autiste, je me suis reconnu à plusieurs reprises. Pour faire comprendre ces difficultés aux personnes autistes, elle les décrit comme un gigantesque grand 8. Pourriez-vous diriger une réunion, enseigner à une classe, maintenir de parfaites manières de table, écrire le rapport et ranger la maison, sous l'effet du vertige, des cris des passagers, de l'accélération, des déplacements d'air soudains, des changements d'altitude et de direction brutaux, de la sensation d'avoir des cheveux dans la bouche et des insectes entre les dents? À la fin de sa comparaison, je pense qu'on peut insister sur le fait que ce tour de grand 8 décrit précédemment, lui, dure 5 minutes. Or, pour une personne autiste, c'est bien souvent un tour sans fin. Quand j'explique à mes parents les difficultés que je rencontre en tant que personne autiste, je crois que faire la différence entre « je ne veux pas » et « je ne peux pas » est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre pour eux. Dans ce chapitre, on pose bien la différence entre quelque chose qu'une personne autiste ne veut pas faire, comportement fondé sur son tempérament, sa personnalité ou acquis par l'éducation, et ce qu'elle ne peut pas faire car elle n'en est pas capable. Dans le cas où une personne autiste n'est pas en mesure de répondre à une demande, l'autrice liste des choix possibles dans la manière de procéder, ce qui lui faciliterait la tâche. Écrire au lieu de parler, avoir le droit à plus de temps que les autres, travailler seul plutôt qu'en groupe ou l'inverse, etc. Ici, on se concentre sur les difficultés à comprendre les expressions, les jeux de mots et les sous-entendus. Après une explication claire et simple, l'autrice propose carrément un tableau avec des consignes pour faciliter la compréhension. Personnellement, ce qui me cause le plus de problèmes, ce sont les inférences. Enfant, quand ma mère me disait « il fait froid dehors », j'accueillais ça comme une simple information, sans pour autant comprendre que ça voulait dire qu'il fallait que je mette un pull avant de sortir. De même, si j'entends « il est l'heure de manger », je ne comprends pas forcément « il faut que tu viennes déjeuner ».
De même, ce chapitre liste d'autres difficultés telles que la compréhension de l'ironie, de l'allusion ou de l'hyperbole. Passons au chapitre 5. Ce dernier est plutôt axé sur les moyens de communication. Hélène Nottebohm parle de son fils en expliquant qu'il maîtrise ce qui s'appelle l'écholalie. Ça signifie que Brice se sert de répliques de films ou de phrases entendues dans le passé pour communiquer. Au lieu de former ses propres phrases, il répète celles des autres pour pouvoir s'exprimer plus facilement. Plus tard dans ce chapitre, on évoque aussi la communication non verbale ou comment déceler de l'angoisse chez un enfant autiste qui n'arrive pas à l'exprimer à l'oral. Le silence est également abordé comme étant un moyen de communication à part entière. Bien que ça ne soit qu'un exemple de moyen de communication, l'autrice rappelle que disposer de moyens de communication fonctionnels, quels qu'ils soient, est essentiel pour tous les enfants, et c'est encore plus vrai pour les enfants autistes. Le 6e chapitre parle, lui, de la compréhension de l'oral et du visuel. Pour beaucoup d'autistes, le visuel est plus utile que l'oral. Dans l'enfance, on utilise d'ailleurs souvent des plannings illustrés pour apprendre certaines tâches ou pour instaurer une routine. Pour donner un exemple personnel, quand j'étais au lycée, j'avais des aménagements, dont un qui consistait à me donner les consignes écrites sur une feuille de papier plutôt qu'à l'oral. Le docteur Temple Grandin a attiré l'attention du monde vers son propre penchant visuel dans un de ses livres intitulé Thinking in Pictures, ou Penser en images. Ce dernier commence par « Je pense en images. Les mots sont pour moi une deuxième langue. Je traduis les mots, parlés ou écrits, en film tout en couleur et avec le son, projeté dans ma tête comme une cassette vidéo. Quand quelqu'un me parle, ces mots sont instantanément traduits en images. Les penseurs dont le penchant va au langage ont souvent du mal à comprendre ce phénomène. Concentrez-vous et baptisez sur ce que je peux faire plutôt que le contraire. » Ce chapitre aussi est certes applicable aux troubles du spectre de l'autisme, mais je pense qu'il peut s'étendre à tout le monde. Il faut se concentrer sur ses capacités plutôt que sur ses incapacités, et bâtir sur cette base est une question de point de vue. On peut lire par la suite que les comportements parfois difficiles d'une personne autiste doivent être reformulés comme des qualités. Ainsi, une personne n'est plus solitaire, mais autonome. Pose-t-elle tout le temps des questions agaçantes ou est-elle simplement curieuse et tenace ? Ici, on se demande comment aider une personne autiste à socialiser. Petit, on pensait de moi que je n'avais pas envie de jouer avec les autres, alors qu'en fait, je ne savais tout simplement pas comment faire. Bien qu'il soit mauvais de pousser avec force une personne autiste à penser sociale, Hélène Nottebohm explique qu'il faut en apprendre un minimum avant d'être forcé à agir en société. Je pense que quand un parent aimerait que son enfant développe des attitudes sociales, il vise en fait une intégration dans le monde et un fonctionnement en toute indépendance. Le chapitre 8 est rempli de capacités sociales qui sont d'après elle à travailler dès le plus jeune âge. Ce chapitre traite des éléments déclencheurs de crise. Ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'est que l'autrice rappelle qu'une crise est bien plus désagréable pour la personne autiste qui la vit que pour son entourage. On entend souvent des gens dire aux parents d'enfants autistes « Oh les pauvres, ça ne doit vraiment pas être facile ». Parfois, certains parlent même des crises comme des caprices. Comme l'autrice le dit si bien dans ce chapitre, rappelez-vous toujours que ce comportement est hors de son contrôle. L'enfant n'a pas fait le choix conscient de faire une crise. L'important est de déceler la cause de cette crise. En effet, elle peut être due à une surcharge sensorielle, des troubles du sommeil, de la frustration ou d'autres encore. Si tu souhaites en apprendre plus sur les crises autistiques, je te mets dans la description le lien d'une vidéo d'Alistair H. Paradoxae qui traite de ce sujet. Aimez-moi sans condition. On ne choisit pas d'être autiste. Et c'est quelque chose qui arrive à la personne concernée, pas à son entourage. En tant que personne autiste, j'ai l'impression de décevoir tout le monde autour de moi. Et ce chapitre m'a appris que je n'étais pas le seul. J'en ai fini avec ce livre, mais j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de le lire. Si tu es toujours là, alors je te remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que tu me suivras dans cette aventure militante. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et un commentaire. Rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo.